Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 113 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 mai et nous démarrons cet enregistrement à 8h05 ce matin. Alors première grande nouvelle avant de rentrer dans l'actualité, nous avons franchi le cap des 30 000 abonnés depuis la dernière vidéo de vendredi. Donc de la part de toute l'équipe, un immense merci à vous pour votre fidélité. Continuez de partager et de faire connaître cette chaîne par tous les moyens, ainsi que nos autres supports. Vous voyez, ça finit par payer et on espère qu'avant le milieu de l'été, peut-être ce sera qu'à la fin de l'été avec les vacances, mais enfin on espère qu'au plus tard à la rentrée de septembre, on atteindra les 40 000 et peut-être même, pourquoi pas, les 50 000, sait-on jamais, avec les différents passages en ce qui me concerne sur d'autres médias, ça peut peut-être nous aider à accélérer encore notre développement. Alors en ce qui concerne ce bulletin, on va parler d'actualité internationale, on va parler du Proche-Orient et puis on va parler de l'Ukraine, comme d'habitude, diront certains. Alors en ce qui concerne l'actualité internationale, on va saluer le cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde, contrairement encore une fois à tous ceux qui voyaient déjà la Troisième Guerre mondiale à nos portes de manière très alarmiste. Et comme je l'avais dit, il y avait très peu de chances que ça s'embrase. On a assisté, je pense, alors je vais pas dire que c'était chorégraphié comme on a pu le voir entre Israéliens et Iraniens sous l'égide des États-Unis au printemps l'année dernière. Mais disons qu'on est resté dans des choses relativement mesurées. Alors malheureusement, ça a quand même coûté la vie à des gens, ça c'est toujours terrible à rappeler. Donc on verra si cette situation devient de nouveau durable, comme après tous les accrochages auxquels on a assisté depuis le début de cette conflictualité entre les deux pays, donc il y a plus de 75 ans maintenant. La leçon, c'est qu'au niveau militaire et notamment au niveau aérien, on s'interroge beaucoup sur les capacités, semble-t-il, assez importantes de l'appareil chinois J-10 en dotation dans l'armée de l'air pakistanaise avec ses missiles PL-15, qui ont été, semble-t-il, capables donc d'abattre un MiG-29, un Sukhoi 27 et un Rafale. Voilà, va falloir faire du rétex autour de tout ça. Alors vous inquiétez pas. Par rapport à ce que j'écris pour la revue Géopolitique Profonde, je pense, on en reparlera tout à l'heure, là il y a un article en ce moment sur l'US Air Force, le prochain ce sera sur la Bundeswehr, enfin les matériels de la Bundeswehr en Ukraine, et je pense que pour le numéro donc ça fera le numéro de juillet, si je dis pas de bêtises, vous aurez un article sur le rétex de ces opérations aériennes entre le Pakistan et l'Inde pour y voir un peu plus clair. Alors dans le même temps, un tout petit peu plus à l'ouest de tout ça, il faut signaler que le 4e cycle de négociation entre Iraniens et Américains se déroule à Oman, que vraisemblablement les deux parties sont assez, on va dire, satisfaites de la façon dont ça se déroule. Il n'y a pas eu de percée diplomatique pour le moment, mais en tout cas on avance et on avance sur la bonne voie si on entend à la fois les déclarations iraniennes et américaines. Donc il y a bon espoir qu'on arrive à la résolution du problème du nucléaire iranien. Ce qui semble encore à choper aujourd'hui, c'est l'éventualité côté iranien d'être contraint de démanteler les installations nucléaires existantes. Alors je pense que ça finira par être lissé, comme d'habitude, qu'on trouvera un terrain d'entente, mais c'est extrêmement important, surtout que ça s'articule avec ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc on passe tout de suite à ce qui se passe là-bas parce que c'est extrêmement important. Donc on a constaté, puisque ça, on vous l'avait expliqué, je crois il y a 15 jours, 3 semaines même maintenant, par rapport à la dernière visite de Netanyahou à Washington, que le torchon brûle entre l'administration américaine et Netanyahou. On va pas revenir sur le pourquoi du comment, c'est une évidence. Et donc on a appris que les États-Unis avaient repris directement des contacts avec le Hamas, de telle sorte à la fois bien sûr négocier, puisque Trump n'a pas eu de cesse d'en parler ces dernières semaines, l'acheminement de nourriture dans la bande de Gaza, de médicaments, etc., pour sauver la population de la famine.
et en même temps de négocier la libération de certains otages ou de certains prisonniers. Et ce matin, on apprend que les Américains sont arrivés à trouver un accord avec le Hamas pour libérer un soldat israélo-américain, qui s'appelle Eden Alexander. Donc je parle bien d'un prisonnier, puisqu'il a été capturé les armes à la main avec un uniforme. Donc c'est pas un otage, c'est pas un civil qui a été pris dans un kibbutz. Alors, ce matin, Donald Trump s'en réjouit et en fait comme d'habitude des caisses sur son réseau social Truth pour dire voilà, c'est une avancée majeure. Et effectivement, par rapport à la négociation qui avait eu lieu il y a maintenant là encore, je crois, c'était 3 semaines pour en libérer un autre qui avait échoué parce que vraisemblablement les Israéliens avaient bombardé la position où il se trouvait. Et bien là, celui-ci, alors l'accord a abouti, les Américains le rendent public, on imagine qu'ils le rendent public pour éviter ce qui s'est passé avec le précédent, parce que derrière, alors là, voilà, ceux qui pouvaient encore venir nous dire, ah mais oui, Netanyahou, etc., le masque, les derniers petits lambeaux du masque qui restait sur ce personnage tombent, puisqu'il nous dit, il sera libéré sous le feu. C'est-à-dire qu'on ne prendra aucune précaution pour assurer sa libération dans des conditions correctes, pour éviter qu'ils prennent une balle perdue, qu'ils prennent ceci ou cela. Non. Netanyahou a tout de suite dit, il n'y aura pas de cessez-le-feu pour le libérer, même un cessez-le-feu de quelques heures, pour assurer justement sa sécurité. Et puis bien sûr, il n'y aura pas d'échange de prisonniers palestiniens. Alors je ne connais pas, et à cette heure, si, peut-être que quand le bulletin va être mis en ligne vers 11h30 midi aujourd'hui, on aura des informations complémentaires, mais on ne sait pas quels sont les détails de l'accord qui a été passé avec le Hamas par les services américains pour les conditions dans lesquelles il va être libéré. Mais en tout cas, on voit bien que du côté israélien, il n'y a aucune bonne volonté. Et là, donc, je pense que toutes les familles israéliennes qui ont des parents qui sont encore retenus soit prisonniers, soit en otage, là encore, pour eux, les derniers lambeaux du masque tombent sur le fait que Netanyahou n'en a rien à faire avec son gouvernement dès l'heure. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'instrumentaliser la situation pour détruire Gaza et sa population. Voilà, on l'a bien tous compris, mais s'il fallait encore le répéter, s'il fallait encore donner des exemples de ce qui n'est plus une arrière-pensée, puisque maintenant c'est visible pour tout le monde, puisqu'ils l'ont affirmé, on va détruire Gaza, etc. Voilà, là, la sécurité en plus, là on pourrait dire, ah bah oui, mais en plus c'est un de leurs soldats, ils vont faire quelque chose. Le message qui est envoyé, en plus, à l'égard, on en a parlé à plusieurs reprises, notamment chez Idriss, le message qui est envoyé aux autres soldats israéliens qui demain, alors qu'ils ont une double nationalité, notamment américaine, et qui seraient prisonniers demain du Hamas ou d'un autre mouvement de résistance palestinien, alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils comprennent tout de suite que leur gouvernement ne fera pas tout pour les libérer, que leur gouvernement, finalement, les sacrifiera sur l'autel de ses intérêts et non pas sur l'autel de leur survie. Alors que, je le rappelle, de tout temps dans la politique, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fameuse directive Hannibal, la vie d'un Israélien était placée au-dessus de toute autre chose. Dans la politique israélienne. Là, on voit bien qu'on tombe de Karib en Silla avec cette façon de procéder. Donc parallèlement à ça, bien sûr, la situation dans la bande de Gaza ne cesse de se dégrader, en Cisjordanie également. À Gaza, on a assisté au cours des dernières heures à de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait au moins 23 morts selon la défense civile palestinienne. On n'a pas encore le décompte des blessés. Encore une fois, quand ce bulletin sera publié, sera mis en ligne, on aura peut-être un décompte macabre plus élevé, il faut s'y attendre. Et puis enfin, pour finir avec le Proche-Orient, il faut signaler que parallèlement, l'armée israélienne continue de mener des opérations donc au sud-ouest de Damas, côté Syrie. On se demande dans quel but, est-ce que ça va être encore pour faire monter les enchères par rapport à l'histoire de soutien ou non à la minorité druze. Là encore, il va falloir surveiller ça, parce que si on a le deal entre les États-Unis et l'Iran qui se met en place, si en même temps Donald Trump arrive à négocier directement et avec efficacité avec le Hamas et les autres mouvements palestiniens,
il va falloir être très prudent parce que c'est clair que Netanyahou va tenter le tout pour faire rebondir la guerre, pour pouvoir se maintenir en poste et pouvoir éviter de répondre à ses juges de tout ce qu'il a à répondre, et notamment autour de la façon dont le 7 octobre, les choses se sont déroulées du côté israélien, dans l'absence ou la longueur de la réaction des forces constabulaires, des forces militaires, des services de renseignement, etc. Voilà, donc la Syrie va peut-être être le moyen pour Netanyahou de rallumer encore les feux pour gratter encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, malheureusement, sur le dos de toutes les victimes qu'il va faire avec l'armée israélienne dans ce coin-là. Voilà, chers amis, donc ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation au Proche-Orient, hein, donc qui est très complexe et qui est en poupée russe, hein, entre ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens, et puis ce qui se passe avec les Américains, les Iraniens. On a eu aussi, il faut quand même le souligner avant de passer à l'Ukraine, Donald Trump nous a dit qu'Ansar-Allah avait décidé d'arrêter les opérations. Ansar-Allah a fait une espèce de cessez-le-feu de quelques heures, probablement. Dans le cadre de ces négociations, ils ont voulu faire un geste de bonne volonté, voyant que Trump était prêt à faire quelque chose d'important vis-à-vis des Gazaouis, mais étant donné que ça n'a pas encore abouti pour le moment, eh bien, ils ont repris les hostilités. Alors on verra si là, maintenant, avec ce qui vient de se passer, cette annonce ce matin, les choses vont encore évoluer, en espérant que tout ça aille vers la résolution du problème et que Netanyahou soit contraint, mis devant le fait accompli, que les Américains vont le lâcher définitivement, parce que ils vont pas lâcher Israël, ils vont lâcher Netanyahou et sa bande d'extrémistes. Voilà, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors avant de passer donc à l'Ukraine, donc un très grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre dynamisme à nous faire connaître, pour les commentaires positifs sous les dernières vidéos encore, les questions. On essaye de répondre à tout le monde au gré de leur arrivée en dessous de la vidéo. Merci aussi à tous ceux qui partagent nos autres publications, on vous l'a dit, c'est très important bien sûr de faire connaître ces vidéos, mais c'est très important de faire connaître notre blog, notre chaîne Telegram, notre page Facebook, vous avez donc tout ça dans la description de la vidéo. Alors je rappelle que certains sont venus nous dire qu'il y avait des difficultés en ce moment pour trouver nos vidéos. Écoutez, abonnez-vous et vérifiez que vous avez bien sélectionné la cloche complète pour avoir les notifications. Et puis sinon, là, vous le savez, on repart sur un rythme normal pour 2 semaines. Tous les lundis, tous les jeudis, vers 11h, 11h30, vous avez un bulletin. Donc voilà, il suffit de prendre le rythme, lundi, jeudi. Bien évidemment, à la fin du mois, vu qu'il y a un jeudi férié, ça décalera encore au vendredi. Mais sinon, vous savez qu'on est là 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Voilà, alors... En ce qui concerne donc l'actualité, comme d'habitude, je vous renvoie, donc on en a parlé au début, à mes travaux publiés dans la revue Géopolitique Profonde. Là encore, vous avez tous les liens pour vous abonner en description de la vidéo. Là, c'est le numéro d'avril avec mon papier sur l'US Navy. J'attends la version papier pour vous la montrer du mois de mai avec mon papier sur l'US Air Force. Pour ceux qui s'intéressent à mes travaux historiques, et je sais qu'ils sont nombreux, eh bien voilà, le prochain ouvrage, je viens de recevoir, pardon, pas devant le micro, mes exemplaires, donc de mon ouvrage La débâcle du Second Empire, qui est consacré à la défaite militaire de l'été 1870 de l'armée impériale. Donc c'est un ouvrage qui est encore publié chez mon éditeur, voilà, les médites. Pareil, on mettra le lien dans la description de la vidéo parce que vous pouvez le précommander. Il sera expédié à partir du 28 mai prochain puisqu'il sort officiellement en librairie le 28 mai prochain, mais vous pouvez le précommander auprès de l'éditeur et comme ça vous êtes sûr que, alors même s'il y a le pont avec le week-end, vous êtes sûr que le 2 ou 3 juin vous l'avez dans votre boîte à lettres. Voilà, et il coûte 18,90 €. Je le précise pour ceux qui voudraient connaître le prix. Voilà au niveau de mon actualité historique. Alors maintenant, donc, on va passer à la situation en Ukraine. Alors d'abord, puisque vous savez que je suis très taquin, il s'est passé quoi le 9 mai ?
Elle est où l'attaque que tout le monde redoutait sur le Kremlin, sur le pont de Kerch j'ai rien vu, moi. Comme vous l'avez vu, j'ai enregistré le bulletin plus tôt avant le défilé, puis ensuite je suis allé le regarder. Et puis il s'est rien passé au cours de la journée, rien du tout, quoi. Hein. C'est-à-dire que comme d'habitude, on a eu une mise en scène qui a duré pendant 10 jours. Oui, je menace. Oui, je vais faire. Oui, faites attention à vous. Oui, on va vous gâcher la fête, etc. Et puis à la fin, comme d'habitude, on n'a absolument rien vu. Alors maintenant, hein, ceux qui viendront me voir à la prochaine crise en me disant « Ah mais oui, mais là, Sylvain, c'est la bonne », écoutez les amis, là, gentiment mais fermement, je vous dirais, écoutez, hein, retournez à vos chères études. Parce que là, franchement, bah voilà, je l'avais annoncé, je n'avais eu de cesse encore de le dire, pour la énième fois, il n'allait rien se passer et il ne s'est rien passé du tout. Ça servait à rien, sinon à servir les intérêts des gens qui prononçaient ces discours-là, de nous faire peur et de faire monter la pression. Je vous rappelle, plus on vous fait peur, plus on arrivera à vous convaincre qu'il faut filer votre épargne pour non, alors officiellement reformater notre industrie de défense et puis en réalité combler les déficits monumentaux qui ont été créés par les gouvernements successifs depuis 50 ans. Voilà. Alors, en marge du défilé qui s'est très bien passé, où tout s'est passé de manière... alors c'était très impressionnant, etc. Moi j'ai trouvé, parce que je les regarde, je crois, depuis maintenant 25 ans, oui, depuis 25 ans, je les regarde en direct. J'ai trouvé, alors c'était gigantesque, mais j'ai trouvé que c'était pas très original au niveau des petites animations ou ce genre de choses, notamment musicales, qu'il peut y avoir à la fin de la parade. J'ai trouvé que ça restait très classique. Alors à côté de ça, on a eu un ballet diplomatique de premier ordre, hein, avec des entretiens bilatéraux entre Poutine et 15 chefs d'État ou de délégation diplomatiques, hein, pour discuter donc de leur rapport à chacun avec la Russie. Bien sûr, la plus importante, on l'avait déjà évoqué vendredi, ça a été la discussion avec Xi Jinping, qui lui a affirmé que la Chine se tiendra toujours aux côtés de la Russie face à ce qu'il a qualifié de harcèlement hégémonique occidental. Donc tous ceux qui pensaient que les Américains et Trump en particulier allaient réussir à mettre un coin entre Russes et Chinois, ils en sont là encore eux aussi pour leur argent. Hein. Voilà, donc ça a été, je ne veux pas dire un triomphe, mais ça a été une excellente opération pour la Russie. Alors, à côté de ça, en miroir, vous avez eu les pieds nickelés, hein, qui eux sont arrivés à Kiev. Alors c'était pas le 9, c'était samedi, c'était le 10, hein, donc Macron, Starmer, Merz, Tusk, etc. pour soutenir Zelensky. Alors bon, on avait les rues de Moscou qui, soi-disant sous menace d'attaque ukrainienne, étaient gorgées de monde, avec des milliers de soldats, des chars, des véhicules, etc. Et puis on avait les rues de Kiev qui étaient désertes pour voir ces quatre personnages à côté de Zelensky, qui sont allés se recueillir devant un mémorial sur lequel flottent beaucoup de drapeaux ukrainiens et quelques drapeaux des Hauts-d'Asie ukrainiens. Hein. On les a tous vus avec le signe de la rune du loup de la Das Reich. Ça n'a gêné personne, hein. Bien évidemment, il n'y a pas de problème à faire ça. Hein. Bon, d'ailleurs, à Paris, au même moment, il y avait des gens qui faisaient un défilé, alors là, très marqué, t-shirt noir, croix celtique, drapeau noir. Bon, là, c'est pareil, ça dérange plus personne. On voit qu'il y a une montée aux extrêmes de part et d'autre, c'est absolument n'importe quoi et ça ne gêne plus personne parce que le système, bien évidemment, s'en servira. Alors, je reviendrai pas sur la scène entre Macron, Starmer et Merz dans le train. Ça a fait assez le tour des réseaux. Hein. On en a bien encore parlé je crois que c'était toute la soirée de samedi et toute la journée d'hier. Qu'est-ce que Macron cache avec sa petite menotte à l'arrivée de ses camarades et qu'est-ce que cache Merz lui aussi. Je vous laisse regarder les images et vous ferez votre opinion. On a donc en parallèle sur le plan diplomatique Macron qui nous fait un chantage au cessez-le-feu. Donc maintenant c'est pas compliqué. À partir de lundi il y a le cessez-le-feu. Hein, l'Ukraine unilatéralement elle fait un cessez-le-feu. Et si la Russie elle le respecte pas, eh ben on prendra encore des sanctions et les Américains sont d'accord avec nous. Alors on se dit attends.
Les Russes proposent et mettent en place un cessez-le-feu pour la période 8, 9, 10 mai. L'Ukraine dit non, 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 c'est hors de question de s'y tenir et compagnie, mais elle a le droit. Bon. Les Ukrainiens, forcés par les Européens, disent bah nous on prend pour 30 jours là, et puis si la Russie respecte pas, bah là ce sera la catastrophe. Alors en diplomatie, si vous commencez à jouer à ce jeu-là, ça va pas aller très loin, quoi. C'est-à-dire que surtout en plus quand vous êtes en situation de faiblesse, c'est pas vous qui déterminez les conséquences de ceci ou de cela. Puis alors ce qu'on aime bien avec Macron, c'est qu'il vous dit il va y avoir un cessez-le-feu de 30 jours. Si la Russie le tient pas, il y aura ci, il y aura ça. Mais Manu, si l'Ukraine, elle le respecte pas, le cessez-le-feu, comment on fait? Parce que faut pas nous prendre pour des demeurés. Si l'Ukraine décide de mettre en place un cessez-le-feu, ça veut pas dire ipso facto que l'armée ukrainienne va le respecter à 100% matin, midi et soir pendant 30 jours. Faut pas nous prendre pour des idiots. On sait très bien ce que l'OSCE approuvé sur le respect du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne de 2014 à 2022. Donc ne nous prends pas pour des idiots. Et déjà à l'époque, malgré les accords de Minsk, personne n'est venu dire aux Ukrainiens « Eh oh les gars, c'est quoi là ces tirs d'artillerie sur les positions des républiques séparatistes ? On a un cessez-le-feu là, vous n'avez pas à tirer. » Hein ? Donc là, en gros, c'est unilatéral. Donc 30 jours, puis en plus, si les autres en face, ils respectent pas, c'est eux qui prennent. Mais nous, si l'armée ukrainienne ne respecte pas, c'est pas grave. Mais vous prenez les Russes pour des débiles ou quoi? Alors bien sûr, on a assisté, ça c'est l'excitation des petits gars, hein, et puis derrière, les patrons, Poutine reprend la parole. Ah mais moi, on va même pas passer par 30 jours de cessez-le-feu. On va rétablir tout de suite des négociations directes entre Russes et Ukrainiens qu'on avait arrêtées à cause de l'intervention notamment de Boris Johnson en 2022, début mars 2022. On va les reprendre là où elles avaient lieu, c'est-à-dire à Istanbul. On va démarrer ça là jeudi. On reprend sur les bases de ce qu'on avait déjà pré-signé, hein, puisque je rappelle que tout ça nous est compté par l'ancien Premier ministre israélien Bennett. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas les soi-disant réseaux pro-Kremlin ou machin, c'est le précédent Premier ministre d'Israël. Donc venez pas nous raconter que c'est nous qui avons inventé cette farce. Non, c'est l'ancien Premier ministre israélien qui l'a raconté. Vous cherchez sur Veille Stratégique, vous retrouverez sur le blog la vidéo de sa chaîne YouTube dans laquelle il expliquait tout ça. Alors je crois qu'il expliquait tout ça début 2023, mais enfin, vous recherchez Bennett dans le moteur de recherche de notre plateforme, de notre blog, vous le retrouverez. Donc voilà. Les accords étaient presque, enfin, il n'y avait plus qu'à les signer. Hein. Poutine, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il les avait exhibés lors d'une conférence de presse, les documents, en disant il manque plus que la signature des Ukrainiens pour que ce soit que ça entre en vigueur. Bon, donc là, aujourd'hui, il dit, bah écoutez, on recommence. Alors, bien sûr, le problème de l'Ukraine, c'est quoi? C'est de dire, ah bah oui, mais nous, on a voté une loi de telle sorte à ce qu'on n'a pas le droit à nouveau de négocier avec les Russes. Hein. C'est-à-dire que les anglo-saxons nous ont fait un plan, et surtout les Britanniques, continuez de vous battre, on vous donnera des armes parce qu'on est sûr que vous allez battre les Russes. LOL, comme diraient les jeunes, les vieux jeunes. Et puis derrière... nous, comme ça, on pourra continuer notre petit business hein, pour toute la famille, enfin tout le clan Zelensky, et on fera durer. Puis bah aujourd'hui, voilà, probablement 760 000 morts côté ukrainien. Mais là, ce qui se passe, c'est que côté occidental, les choses ont changé. C'est que Poutine, il dit ça, et derrière, Trump arrive. Je donne ma caution, je bénis cette idée, il faut que Zelensky prenne la balle au bond et aille négocier immédiatement dès jeudi à Istanbul. Parce que l'histoire de la règle là qui a été prise, de la loi qui a été prise pour dire on négocie plus avec Poutine directement parce que on est en guerre, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. On a bien compris que c'était dans le mécanisme avec les Anglais. Bon, alors on continue la guerre et puis on prend une loi pour s'interdire de négocier pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Ouais, super. C'est ça la politique, c'est ça la diplomatie. Bon, donc voilà. Donc là, Zelensky est piégé.
Trump a dit il faut y aller, et il faut y aller tout de suite pour négocier tout de suite. Et s'il ne le fait pas, alors là, les Américains pourront dire, écoute Coco, on a tout mis, on a tout fait, même les Russes sont prêts à discuter avec toi, toi tu veux pas y aller, maintenant on te laisse, tu te débrouilles. Terminé pour nous, on arrête les frais. Voilà pour moi comment j'interprète la séquence qui vient de se dérouler ce week-end entre les Dalton et Zelensky. Les Dalton, c'est Macron, Tusk, Starmer et Merz. Entre les Dalton et Zelensky, et puis de l'autre côté, entre Poutine, Trump et Zelensky. Voilà, on sait qui pèse dans le... comme disent les jeunes, on sait qui pèse dans le game, et on a bien compris que c'était pas l'intervention des Dalton qu'allait changer quelque chose au cours des opérations pour le moment. Sinon peut-être de faire échouer cette main tendue du Kremlin validée par Washington, et là, si Zelensky fait ça, il est grillé aux yeux, non pas simplement, bien sûr, des Russes, mais il est grillé vis-à-vis de Washington, et il est grillé vis-à-vis des opinions publiques européennes qui verront que, alors même si LCI et BFM viennent au secours de la défaite pour dire tout le contraire, les gens verront bien que c'est lui qui a refusé de mettre en place. On lui dit, viens, on va négocier directement, on va vite régler ça. S'il le fait pas, c'est pour lui. Voilà, c'est pour lui, et c'est pour sa crédibilité. Alors maintenant, pour finir, on va passer au théâtre des opérations militaires, puisque depuis hier, donc le cessez-le-feu mis en place par les Russes, et vous le savez, terminé. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 secteurs. Ça ne veut pas dire, comme d'habitude, qu'il n'y a pas eu des combats dans d'autres secteurs, mais ça veut dire que pour nous, ce sont les endroits où les combats ont été les plus significatifs sur l'évolution globale des opérations. Donc vous avez le secteur de Svatov et Kremena, le secteur de Pokrovsk, et puis au sud de Pokrovsk, le secteur de Velika Novosilka, qui a lui aussi connu quelques modifications importantes sur le terrain, après une reprise très très courte, puisque je vous dis, vendredi et samedi, il n'y a pas eu de combat, il y a eu des combats que depuis hier, faut pas l'oublier. Donc on va commencer par le secteur de Svatovo-Kremena, où vous voyez, donc alors Svatovo est en haut encadré en rouge, Kremena en bas légèrement à droite encadré en rouge. Vous avez la cible de l'offensive russe dans le secteur qui est en bas à gauche, c'est Liman. On en parle, je crois, maintenant quasiment à tous les bulletins de ce secteur. Et donc vous voyez encore les secteurs qui sont en orangé, en jaune orangé. C'est les secteurs qui ont été conquis par les forces russes au cours donc de la journée d'hier. On voit bien que la tête de pont, qui est à l'ouest du Serebets, continue d'être élargie dans toutes les directions, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud, et puis qu'on continue à assister à des attaques de fixation, je pense, même si là ça aboutit à des gains de terrain, en direction de Torskoye, qui est la partie donc qui est en jaune orangé tout en bas de la carte. Torskoye, c'est la ville qui est juste en dessous. Et donc, alors, les combats n'ont pas été d'une intensité monumentale par rapport aux pertes qui sont affichées, mais on voit que, alors pour moi c'est devenu un secteur d'effort secondaire des forces armées russes, et les pertes revendiquées côté russe, donc les pertes infligées à l'armée ukrainienne, auraient été jusqu'à 190 combattants tués, un M113 détruit, un véhicule blindé, 6 pick-up et une pièce d'artillerie. Voilà. Donc, c'est pas le secteur principal, puisque je le rappelle, ça reste toujours le secteur général de Pokrovsk, que ce soit à l'est ou à l'ouest ou au sud de Pokrovsk, le Schwerpunkt, le secteur d'attaque principal russe, mais ça c'est devenu, notamment par rapport au fait que les Russes ont reconquis le saillant de Souja et commencé à grignoter du terrain sur l'oblast de Soumy en Ukraine, on constate que globalement l'effort secondaire des forces russes s'est déplacé dans cette zone. Parce que, je le rappelle, Liman est un carrefour stratégique, et donc le fait de le récupérer, en prenant son temps, aboutira à des conséquences très positives pour la dynamique offensive de l'armée russe. Alors ensuite, on va passer au secteur de Pokrovsk. Là, les cartes proposées par
par les amis de Southfront. Ils ont voulu nous présenter tout le secteur, hein, Pokrovsk au nord et Constantinople au sud. Alors moi, j'ai ma petite marotte. Au sud, c'est Andrivka, hein, qu'on a encadré en rouge à l'intérieur du rectangle orange. Pokrovsk, comme d'habitude, c'est en haut à droite en bleu. Et puis, vous avez la nouvelle cible des offensives, des attaques russes dans ce secteur, qui est Novopavlovka, hein, donc qui est sur la gauche de la carte, encadrée en bleu également. Les Russes, donc vous le voyez, continuent au nord, dans le rectangle rouge, à mener des combats dynamiques pour, je vais pas dire élargir leur tête de pont, mais en tout cas tenir leur position avec donc des attaques locales, des contre-attaques locales ukrainiennes ininterrompu, hein. C'est vraiment en permanence qu'on assiste à ça et qu'on voit qu'il n'y a pas de gain substantiel, sauf l'autre jour il y a eu un petit bout d'Oudachne qui a été repris par les Russes, mais bon, c'est vraiment des gains extrêmement limités, mais les combats sont extrêmement dynamiques. Et par contre, c'est dans le rectangle jaune que se déroulent les plus grandes avancées russes ces dernières semaines. Là encore, vous le voyez, il y a un énorme morceau de terrain qui est en jaune orangé, qui a été conquis pour la seule journée d'hier. Et on voit un tout petit peu plus au sud, à Aerokovo, Oreknovo, que les Ukrainiens, que les Russes avancent aussi dans ce secteur-là et qui se rapprochent. Hein, maintenant, je pense qu'ils doivent être à 1200 mètres de la frontière administrative entre l'oblast de Donetsk et l'oblast de Dnipro. Et toujours simultanément au sud, donc on a identifié Andrivka, donc vous avez des combats à l'ouest immédiat d'Andrivka, aux abords d'Alexivka, et vous avez toujours des combats, hein, c'est le petit rectangle de pointillés rouges, des combats dans le secteur de Bogatyr, où là les Russes continuent de progresser à l'intérieur du village depuis plusieurs semaines, mais avec des gains qui se comptent en pâté de maison, en maison. Hein, il semblerait que les Russes ont des difficultés parce que les Ukrainiens se sont fortement retranchés dans ce village, parce que ils ont bien compris, ils contrôlent la route qui permet d'accéder rapidement vers l'ouest en direction de l'oblast de Dnipro, hein, c'est la route qui mène à Pavlovgrad. Et donc ils savent que là c'est le dernier point de résistance potentielle qui était offert par cette localité. Donc ils essayent de la défendre bec et ongle pour éviter que les Russes puissent progresser d'un bond vers l'ouest. Alors là par contre vous voyez en ce qui concerne les pertes, là, c'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment, donc c'est pour ça que je rappelle, c'est le Schwerpunkt de l'offensive russe. On est sur 460 soldats ukrainiens qui auraient été tués, 2 véhicules blindés, 2 pick-up et 2 pièces d'artillerie. Hein. Donc là, on voit, on est presque à 500 morts. Donc vous imaginez à côté avec les blessés ce que ça représentait. Alors, je rappelle, ce sont les estimations du ministère de la Défense russe. Faut pas les prendre au pied de la lettre, mais ça donne un ordre d'idée, ça donne un ordre d'échelle de l'intensité des combats qui se déroulent dans cette zone. Et puis donc, immédiatement au sud, hein, on va passer à la carte suivante qui représente ce qu'il y a immédiatement au sud, dans le secteur de Velika Novosilka, hein, puisque la route qui remonte légèrement vers le nord-est depuis Velika Novosilka débouche sur Bogatyr. On a vu sur le flanc ouest les Russes reprendre là encore les opérations offensives. Alors, c'est pas ce qui se passe dans le secteur de Pokrovsk, Constantinople, Andrivka, mais néanmoins, vous voyez encore des avancées en jaune orangé, et vous constaterez avec les pertes que les combats sont moins intenses, puisqu'on parle de 150 soldats ukrainiens tués, d'un transport de troupes, d'un véhicule blindé, et d'un véhicule motorisé qui aurait été détruit par les forces russes dans cette zone. Voilà. Donc, on va dire, c'est du modelage du front. Les Russes font ça assez souvent sur des secteurs secondaires. Hein, ils profitent de certaines situations tactiques pour améliorer ou pour prendre du terrain supplémentaire parce que les Ukrainiens sont obligés de se replier, qu'il y a des ratés dans les rotations des unités. C'est également arrivé côté russe. Hein. On se souvient de ce qui s'est passé après la première conquête de Toretsk, où les Ukrainiens, eux, ont fait la même chose en lançant une contre-attaque locale intelligente et en reprenant une partie de la ville. Donc là, c'est pareil.
c'est pas un investissement russe monumental en termes de moyens, mais ça permet de modeler le front, de récupérer des positions tactiques plus avantageuses en vue d'offensives peut-être plus importantes à partir de positions plus favorables. Voilà donc, chers amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur l'actualité internationale, sur ce qui se passe au Proche-Orient et en Ukraine. On vous donne rendez-vous donc dès demain matin 7h30 dans la matinale de GPTV avec l'ami Raphaël Beslieu, puisque Nicolas Stocker est encore en Russie. Et puis donc pour jeudi matin, on se retrouvera pour le bulletin numéro 114 de la Web TV. Et donc vraisemblablement, dans le courant de la journée, jeudi, vous aurez aussi sur le Média en 442 l'émission qui a été enregistrée la semaine dernière au sujet de la situation générale au Proche-Orient. Voilà, chers amis, et donc on vous souhaite une très bonne semaine. Vous n'hésitez pas, les pouces en l'air, les abonnements, les soutiens via Patreon ou via PayPal. On a toujours besoin de vous pour nous aider à grandir. À bientôt.